9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 artiste femme représentée sur ces illustrations d'art préhistorique que je viens de vous montrer. Et pourtant, j'en ai cherché. Récemment, je suis tombée sur un article évoquant un biologiste anglais, John Manning. Il a étudié la forme des mains. Il y aurait des différences dans la forme des mains entre les hommes et les femmes, une histoire de longueur de doigt entre l'index et l'annulaire. Il en aurait déduit que 80% de ces empreintes réalisées dans les grottes auraient été créées par des femmes. D'ailleurs, que ce soit scientifiquement vrai, peu importe ici pour moi. Ce qui compte, c'est l'implicite de la figure de l'artiste homme. Quand j'avais 7 ans, j'ai décidé toute seule de devenir droitière. Alors mes parents et ma maîtresse m'ont encouragée dans ce projet. Ils m'ont soutenue et ils m'ont même valorisée. Je me suis entraînée pendant des semaines et peut-être quelques mois. Bon, clairement, c'était contre nature et quasi impossible. Au final, je suis restée gauchère. Je crois que là, ma carrière de petite fille modèle, qui répond aux implicites, c'est-à-dire aux attentes sans même qu'on les lui formule, a commencé à dévier de trajectoire. L'implicite ici, c'était quoi? Ah, elle est gauchère. Bon, c'est pas grave, si c'est pas grave, c'est que c'est quand même un peu gênant, voire décevant. Je précise quand même que je suis la première génération qu'on a autorisée à être gauchère. Avant, c'était tout simplement interdit, puisque la main gauche représentait le diable ou quelque chose comme ça. Je suis devenue artiste plasticienne et performeuse. Donc je crée des œuvres au croisement de l'art contemporain, l'art numérique, la performance et le spectacle vivant. Des œuvres comme celle-ci, qui s'intitule « L'année postérieure nette, l'année mondiale de l'indice postérieur net et du bonheur national brut ». Je ne vous montre qu'une vidéo documentant cette œuvre, c'est pas vraiment l'œuvre. Et j'ai pas le son en plus. J'ai choisi de ne pas mettre le son. Donc il y a ce pupitre que vous avez vu, que vous pouvez déclencher pour voir des documents d'archives ou des animations. Ces images sont vidéoprojetées sur de faux meubles en carton. Il y a de vraies gravures et du dessin fait directement sur le mur. Je mets une image fixe parce que sinon il paraît que c'est compliqué de m'écouter en même temps. Donc en tant qu'artiste, je m'intéresse à l'articulation entre le documentaire et l'art. Et plus qu'une dénonciation, mes œuvres sont une forme d'accès au savoir. Alors celle-ci, elle porte sur quel savoir? Elle porte sur la quantification du ressenti par les grandes institutions. Je précise. C'est quand l'ONU, l'INSEE ou Eurostat quantifient le bonheur, le bien-être, la satisfaction et même le sens de la vie, parce que ça se quantifie. Donc elle porte sur l'apparente absurdité de quantifier ce qui peut sembler inquantifiable. Ça a commencé comme ça. J'étais dans le métro, je lisais le journal gratuit et je lis « Aïe, 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 la France, qui était 32e dans le classement mondial du bonheur de l'ONU, poursuit sa chute. » Attendez, elle était 28e, elle est passée 32e sur 157 pays. Et c'est les Émirats arabes unis qui ont pris sa 28e place. Ben voyons. Autant vous dire qu'en tant que femme, j'ai bondi. Alors j'ai fait des recherches. Je voulais essayer de comprendre. Puis j'ai continué mes recherches. Et j'ai fait encore d'autres recherches. Et j'ai trouvé que ce classement mondial du bonheur de l'ONU, il est établi à partir des données de la société privée américaine Gallup, qui établit des données en permanence dans le monde entier auprès d'échantillons représentatifs de population. J'ai parcouru beaucoup de questionnaires, j'ai trouvé très peu de questions sur les femmes, mais j'ai trouvé celle-ci.
La question WP 90-50. Do you believe women in your country are treated with respect and dignity or not? Croyez-vous que dans votre pays, les femmes sont traitées avec dignité et respect ou pas? Mais c'est quoi cette question? Trop facile! Tout le monde peut répondre oui à cette question. Eh bien oui, des Émirats arabes unis à la France, de la Colombie à la Thaïlande, on peut toujours considérer que les femmes sont très bien traitées avec dignité et respect. La même question est posée juste avant pour les enfants. Et vraisemblablement, les hommes échappent à ce type de questionnement. Ils ne seraient pas concernés, peut-être, par des problèmes de dignité ou de respect. Bref, je travaille dans le milieu de l'art et de la culture. Un milieu qui se pense naturellement éclairé, avant-gardiste, à la pointe de la contemporanéité. Et j'y ai cru. Longtemps. En 1990, à l'École des Beaux-Arts de Paris, on était de nombreux étudiantes et quasi que des professeurs hommes. Les expositions exposaient des hommes et puis les médailles récompensaient des hommes. Mais je croyais en l'autorégulation. Surtout que quelques années avant, les Guerilla Girls avaient déjà souligné le contraste abyssal entre le nombre de femmes et d'hommes exposés par les institutions. Et vous l'avez compris, il n'y a pas eu d'autorégulation. Ça n'a quasi pas changé en 30 ans. Je lisais récemment ce rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il date de 2018 et il porte sur les arts et la culture. Alors, tous les arts, c'est-à-dire les beaux-arts, mais aussi le cinéma, la littérature, la bande dessinée, l'architecture, théâtre, musique, danse. Bon, il y en a 134 pages, je vous montre seulement le tableau de synthèse. Donc on est en 2018, on a toujours 60% d'étudiantes dans les écoles art et culture. On n'a que 40% de femmes professionnelles, toutes professions confondues. Il n'y a que 20% d'artistes femmes aidés par des fonds publics. Il n'y a que 20% d'artistes femmes programmés et 10% du coup d'artistes femmes récompensés et médaillés. 80-20. Alors pourquoi ? On l'a vu, il y a ce mythe de la figure de l'artiste homme. Il y a un autre mythe intéressant qu'évoque ce rapport, c'est le mythe du talent. Vous voyez, parce que nous, les artistes, on serait dotés comme ça d'un génie, d'un don ou d'un talent. Hop ! Et puis la croyance, c'est que si vous avez un grand talent, vous faites une grande carrière. Mais qui décide du talent ? Qu'est-ce qu'il y a comme idéologie et comme valeur derrière le talent pour qu'il tombe principalement sur des hommes blancs, quadras, quinquas ou sexagénaires ? Parce que ce fameux talent, si vous avez de moins bonnes conditions de travail, comme dans tous les autres milieux professionnels, ça impacte la qualité du travail et l'œuvre sera moins aboutie. Et ça, le public, il le voit. Et le rapport le quantifie très bien, les femmes sont moins subventionnées, moins programmées et moins récompensées. Donc une réalisatrice de films réalise des films avec un budget plus bas, une directrice d'institution culturelle dirige un lieu moins doté financièrement, et les œuvres d'artistes plasticiennes sont moins achetées et achetées moins cher. En gros, l'argent public continue d'être principalement redistribué aux hommes et beaucoup moins aux femmes. C'est-à-dire que c'est quand même 80-20. Il y a un autre point intéressant qu'aborde le rapport, c'est celui des horaires atypiques. Parce que le travail, le soir et le week-end, dans le milieu de l'art et la culture, c'est la norme. Et ça, ce serait vraiment pénalisant pour les artistes femmes et mères. Personne n'évoque le moindre souci pour les artistes hommes et pères. Mais oui, parce que dans ce milieu éclairé, comme dans tous les autres milieux, la répartition des rôles parentaux n'est pas vraiment plus équitable. Alors, bien sûr, on n'est pas dans les années 50. Les hommes, maintenant, font les courses, la cuisine, ils donnent le bain. Non, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Mais comme dans tous les milieux, je porte cette fameuse charge mentale, c'est-à-dire que je suis obligée d'anticiper et d'organiser tout. Et je suis préposée, je ne sais pas pourquoi, mais je suis préposée
à tout ce qui est scolaire, administratif et médical. Donc, je suis préposée à l'achat des fournitures scolaires, l'étiquetage des fringues pour la colonie de vacances, les rendez-vous chez l'orthophoniste, l'orthoptiste, l'orthodontiste, l'inscription au sport, certif médical compris, la collecte de matériaux pour le projet 4 saisons de la maîtresse. Hein? Ça vous dit quelque chose? Vous aussi, vous l'avez eu, les 4 saisons? Ouais. Trier les fringues trop petites aussi, voyez, ou par exemple, organiser les anniversaires, programmer les prochaines vacances avant que celles d'avant soient déjà terminées. Tout ça, quoi. J'arrête là. Mais il y a un truc qui me dérange souvent, c'est que, voyez par exemple, une infirmière, elle a aussi des horaires atypiques, peut-être même beaucoup plus que moi fréquemment. Mais elle est courageuse, sa vocation à elle, elle est légitime, elle est dévouée aux autres. Mais combien de fois, moi, en tant qu'artiste, j'ai entendu « Ah ouais, mais toi, c'est ta passion ». Avec ce petit sous-entendu culpabilisant, te plains pas de tes difficultés à gérer tes horaires atypiques, hein, tu as choisi d'être mère et artiste et d'être dévouée à ton art. Donc comme quoi c'est pas très légitime d'être mère et artiste en même temps. Je suis donc artiste, femme, mère célibataire, c'est assez fréquent dans le milieu de l'art, et j'ai 2 enfants. Je précise ça parce que dans ce milieu, 2 c'est beaucoup et ça surprend. Et j'ai la 50aine qui approche. Autant vous dire que j'ai pas le profil du poste, quoi. J'ai un profil, mais alors pas du tout rassurant, voire qui serait déjà classé sans suite. Alors qu'on pourrait me voir comme incarnant le mythe de l'héroïne contemporaine. Il y a 10 ans, à la naissance de sa fille, mon amie artiste Jeanne Susplugas a perdu 2 de ses galeries. En septembre dernier, j'étais à Berlin. Je discutais avec une commissaire d'exposition que je venais de rencontrer, on ne se connaissait vraiment pas du tout. Et dans le flot de la discussion, comme ça, elle me sort, mais comme une évidence. « If we have kids, we're fucked up anyway. » Si on a des enfants, on est foutus de toute façon. Hein. Non, mais en prenant du recul, c'est quand même assez dingue, non? C'est super violent, et en plus, c'est plus compliqué que ça, cette histoire de maternité et de parentalité. Il suffirait même pas de dire « bon, je fais pas d'enfant, je vais faire une grande carrière d'homme et rester dans l'histoire de l'art ». Non. Il y a un revers de la médaille. Il y a même plusieurs revers. Il y a une historienne de l'art, Maria Trasforini, qui a une hypothèse intéressante. Elle a étudié les conditions de vie des graveuses anglaises et américaines du XIXe siècle qui étaient très renommées à l'époque et dont le nom a disparu. Elle a constaté que ces graveuses étaient plus célibataires que leurs collègues masculins, que si elles étaient mariées, elles avaient moins d'enfants et qu'elles étaient veuves plus tôt. Et à leur mort, il n'y a pas eu de descendants pour conserver et transmettre la mémoire de leur travail. Et leurs noms sont tombés dans l'oubli. Un autre exemple plus récent, milieu du XXe siècle, les années 50, le célèbre artiste américain Jackson Pollock, connu pour sa technique du dripping qui consistait à faire couler de l'encre, de la peinture sur sa toile. Il reconnaît s'être inspiré de l'artiste Jeannette Sobel, dont il avait vu les toiles en 1944 dans une galerie à New York. Et l'historienne de l'art, Béatrice Joyeux-Prunel, le formule très bien, c'est quelque chose à peu près comme ça, elle dit « On n'était pas prêt à ce que le mythe de l'avant-garde américaine puisse être incarné par une mère de 4 enfants immigrés d'origine ukrainienne. On n'était pas prêt. » Pourquoi c'est important, en fait, qu'il y ait toujours plus de femmes artistes et qu'elles soient surtout plus reconnues? Pourquoi c'est important? Parce qu'après tout, peut-être que ce fonctionnement interne du milieu de l'art, de la culture, spectacle vivant, peut-être que ce fonctionnement interne, il est très loin de vos préoccupations. Mais tant qu'il y aura majoritairement des artistes hommes, on verra toujours les mêmes représentations stéréotypées, véhiculées, les mêmes rapports de domination. Et ça sera toujours plus compliqué pour une femme comme pour un homme de se sentir légitime et libre de faire d'autres choix. Il me faudrait une autre conférence, en fait, pour simplement lister toutes les représentations stéréotypées. Mais je garderai ce soir qu'un exemple. Implicitement, un homme, s'il travaille dans le même domaine que sa compagne, il gagne plus qu'elle,
et à plus de reconnaissance professionnelle. J'ai plusieurs amis hommes qui avouent faire la vaisselle, pas de souci. Organiser, accompagner une sortie scolaire, c'est même valorisant. Mais imaginez un jour gagner moins qu'elle en travaillant dans le même domaine, ça, ce serait mais ingérable. On n'est toujours pas prêt de voir au cinéma, comme dans la vraie vie, la chirurgienne avec l'infirmier, de voir la commissaire de police avec l'adjoint de sécurité, et encore moins de voir la chef d'orchestre avec le second violon. On n'est toujours pas prêt. Au printemps dernier, je déjeunais avec mon père. Je lui évoquais ce rapport du Haut Conseil à l'égalité que je vous ai présenté au tout début. Et un petit peu comme tout le monde, bah oui, il les connaît ces inégalités, c'est bon, on en entend parler. Et un peu comme tout le monde, je voyais bien qu'il ne mesurait pas l'ampleur de ces inégalités. 80-20%. Je lui propose de lui envoyer le rapport. Et il me répond, non, moi ce soir, dans mon télérama, je compte les films réalisés par les femmes. Et le lendemain, j'ai reçu un mail dans lequel il m'écrivait « J'ai compté, mais tu as raison, c'est massif. » Alors, je vous propose tout simplement de compter. Comptez les femmes dans les expositions collectives, comptez les expositions monographiques de femmes, comptez les femmes réalisatrices et pas que comédiennes, comptez aussi les comédiennes quadra, quinquas et sexagénaires, comptez les chansons écrites par des femmes et pas seulement chantées par des femmes, comptez les groupes de rock, de hard ou de punk féminins, comptez les femmes chefs d'orchestre, comptez les femmes poètes et autrices que vous avez lues, comptez les femmes politiques, comptez les femmes sur Wikipédia, et puis comptez aussi les femmes récompensées avec une médaille, une coupe, voire un trophée. Pourquoi compter ? Parce que compter, c'est pas seulement réduire les choses complexes de la vie en de vulgaires chiffres. Compter, c'est aussi émancipateur. Et comme le dit si bien l'économiste Florence Janicatrice, tout ce qui n'est pas compté finit par ne plus compter. Alors oui, c'est possible de simplement compter pour rendre les femmes visibles. Oui, c'est possible de compter et n'hésitez pas à commenter et à partager. Merci.